Dans la mémoire collective du Québec, certains noms résonnent avec une fréquence particulière et glaçante. Ce ne sont pas les noms de figures historiques ou d'icônes culturelles, mais ceux d'enfants et de jeunes adultes qui sont sortis de chez eux pour entrer dans un vide d'incertitude, laissant derrière eux des questions qui résonnent depuis des années, voire des décennies. Cédrica Provencher, Marilyn Bergeron, Ariel Jeffrey Kouakou, David Fortin et Jolène Riendeau. Leurs histoires, bien que tragiquement uniques, sont tissées dans une tapisserie plus large et sombre de pertes non résolues au sein de la province. Bienvenue sur Traces perdues. Aujourd'hui, nous n'allons pas simplement raconter des histoires, nous allons mener une analyse approfondie. Ces dossiers sont bien plus que de simples faits divers, ce sont des études de cas essentiels en criminologie canadienne moderne. Chacun illustre de manière frappante l'ambiguïté angoissante de la perte, l'évolution des procédures policières sous un examen public intense et l'interaction complexe et souvent tendue entre les récits médiatiques et les réalités juridiques. Ils témoignent aussi de l'esprit indomptable de familles qui refusent de laisser leurs proches être oubliés, des familles pour qui le coût émotionnel et financier de cette quête de vérité est incalculable. Dans ce documentaire, nous allons plonger dans les circonstances spécifiques de chaque disparition, retracer les chronologies des enquêtes, examiner les pistes clés qui ont offert des moments d'espoir et affronter les impasses qui n'ont apporté que le désespoir. À travers cet examen détaillé, un récit plus profond émerge, un récit qui ne concerne pas seulement les individus disparus, mais aussi les systèmes chargés de les retrouver et de rendre justice. Si ce genre d'enquête approfondie vous intéresse et que vous souhaitez soutenir la mémoire de ces personnes disparues, assurez-vous de vous abonner à Traces perdues et d'activer la cloche de notification. Votre soutien nous permet de continuer à explorer ces histoires importantes. La disparition de Cédrica Provencher est sans doute l'une des affaires criminelles les plus marquantes et les plus obsédantes de l'histoire moderne du Québec. C'est une histoire qui a commencé par un simple acte de gentillesse d'une enfant et qui s'est transformée en un mystère de 10 ans, culminant par une découverte tragique et une recherche de justice non résolue qui a laissé une cicatrice permanente sur la communauté et soulevé de profondes questions sur les limites de la loi. Par un soir d'été à Trois-Rivières, Cédrica Provencher, 9 ans, faisait ce que d'innombrables enfants font, profiter de la liberté de faire du vélo dans son quartier. Sa vie a changé de manière irrévocable lorsqu'elle a été approchée par un homme employant un leurre de prédateur classique. Il lui a dit qu'il avait perdu son petit chien noir et blanc et lui a demandé de l'aider à le retrouver. Confiante et désireuse d'aider, Cédrica a accepté. Des témoins ont plus tard raconté avoir vu la fillette aux taches de rousseur et aux cheveux roux faire diligemment le tour du quartier à vélo, frapper aux portes et demander aux résidents s'ils avaient vu le chien inexistant. Son chemin l'a menée à travers les parcs locaux et les rues avoisinantes. À un moment donné, elle a été vue sortant d'une zone boisée avec un ami, suivi de près par un homme non identifié. Ce détail saisissant dans ses implications fut l'une des dernières fois où on l'a vue en tant qu'enfant libre. La dernière et sinistre preuve de cette journée a été découverte à 20h30, son petit vélo, retrouvé appuyé contre une borne d'incendie au coin des rues Chabanel et Chapet. L'image du vélo abandonné est devenue un symbole de l'innocence volée ce soir-là, un marqueur solitaire au bord d'un mystère qui allait captiver la province pendant des années. La disparition de Cédrica a déclenché une réponse immédiate et massive, se transformant en l'une des plus grandes recherches policières de l'histoire du Québec. Des centaines de volontaires de la communauté se sont joints aux efforts, fouillant les champs et les forêts, leurs recherches désespérées alimentées par les affiches omniprésentes portant le visage souriant de Cédrica. L'affaire est rapidement devenue une cause célèbre, captant l'attention des médias et de personnalités de premier plan, y compris le premier ministre du Québec. L'effort public était immense, mais l'investissement des ressources policières représentait également une somme d'argent considérable pour la province. Malgré l'ampleur de l'effort, les premières heures de l'enquête ont été marquées par ce que certains décriront plus tard comme des retards critiques et des lacunes procédurales. Cédrica a été officiellement déclarée disparue le 31 juillet 2007. Mais il a fallu 72 heures complètes pour que les autorités suggèrent publiquement qu'elle avait été enlevée. Cette reclassification
était une étape cruciale, car elle obligeait, par la loi, le transfert de l'enquête du service de police municipale de Trois-Rivières, plus petit, à la Sûreté du Québec, SQ, plus spécialisé et mieux doté en ressources. Le grand-père de Cédrica, Henri Provencher, exprimera plus tard sa frustration face à cette période, déplorant le temps perdu et ce qu'il percevait comme des problèmes de communication entre les différents services de police. Un officier retraité de la SQ, François Doré, a abondé dans le même sens, notant que le terme « enlèvement » n'a pas été introduit assez rapidement, une distinction qui modifie fondamentalement la structure de commandement et le déploiement des ressources dans une fenêtre de temps aussi critique. Pour compliquer davantage la réponse initiale, une alerte Amber n'a jamais été émise. À l'époque, les critères pour une alerte étaient rigides. La victime devait avoir moins de 18 ans, être déclarée disparue et surtout, la police devait croire qu'elle était en danger immédiat. Pour des raisons qui restent un point de débat, le cas de Cédrica n'a pas rempli tous ces critères dans les premières heures. En conséquence, la notification officielle et généralisée au public a été retardée. Pina Arcamone du réseau Enfants Retour a souligné qu'il a fallu attendre le lendemain matin pour que la nouvelle de sa disparition soit largement diffusée. Cet échec est devenu un catalyseur de changement, menant à une commission en 2012 pour examiner la gestion par la police des disparitions d'enfants et à une expansion ultérieure du système d'alerte Amber pour tirer parti des médias sociaux et des textos d'urgence. Alors que la recherche massive se poursuivait sur le terrain, l'enquête de la SQ a commencé à se concentrer sur une piste prometteuse mais difficile. Un témoin avait signalé avoir vu un véhicule suspect près du lieu et de l'heure de l'enlèvement. Une berline rouge à 4 portes avec des poignées de porte chromées distinctives. Ce témoignage a été corroboré par une preuve technologique cruciale. Une caméra de surveillance d'une station-service voisine avait également capturé une image de la voiture. Cette piste a donné aux enquêteurs une cible concrète. Ils ont minutieusement réduit la marque et le modèle à une Acura TSX rouge de 2004, un modèle assemblé avec les poignées chromées spécifiques décrites. La police a ensuite entrepris une opération massive de tri de données. À l'été 2007, il y avait 258 véhicules de ce modèle et de cette couleur exacte immatriculés dans la province de Québec. Les enquêteurs ont réussi à réduire cette liste à seulement 6 véhicules qui correspondaient parfaitement à toutes les caractéristiques qu'ils recherchaient. De cette courte liste de 6, un propriétaire s'est démarqué pour une raison essentielle. Il était le seul dont l'alibi pour la soirée du 31 juillet 2007 ne pouvait être corroboré. Cet homme était Jonathan Betez. Selon des documents judiciaires, Betez a affirmé avoir joué 9 trous de golf après le travail, avant de se rendre chez ses parents plus tard dans la soirée, mais il ne pouvait pas justifier une fenêtre de temps pendant laquelle l'enlèvement a eu lieu. Cette incapacité à fermer sa fenêtre d'opportunité, combinée à sa possession du véhicule très spécifique, l'a propulsé du statut de personne d'intérêt à celui de suspect principal et, finalement, unique de l'enquête. Avec Jonathan Betez fermement dans leur mire, mais manquant de toute preuve scientifique directe pour le lier au crime, la Sûreté du Québec s'est lancée dans une campagne d'enquête extraordinairement intensive et prolongée contre lui. Betez a été soumis à une surveillance policière intense, y compris l'utilisation de caméras cachées et d'écoutes téléphoniques sur ses communications. Il a rencontré les enquêteurs au moins 6 fois dans les premiers mois et a été interrogé pendant un total de 14 heures. Lorsque la police a cherché à fouiller son Acura rouge, ils ont rencontré un retard. Betez avait initialement accepté le 6 septembre 2007, mais la voiture était alors dans un garage. Les enquêteurs n'ont eu accès au véhicule qu'en décembre, après avoir obtenu un mandat de perquisition, mais la fouille n'a donné aucune preuve scientifique significative. Les efforts de la police se sont intensifiés de manière significative. En 2009, ils ont lancé une opération d'infiltration élaborée d'1 an, ressemblant à la technique controversée Mr. Big. Ce stratagème complexe était conçu pour gagner la confiance de Betez et obtenir des aveux. Le subterfuge consistait à faire croire à Betez qu'il avait gagné un concours, avec un trajet en limousine et un séjour dans un hôtel de luxe à Mont-Tremblant, le tout orchestré par des agents infiltrés.
Un agent s'est lié d'amitié avec lui sur une période de 2 ans, le rencontrant 25 fois, dînant avec lui et lui donnant même une somme de 15 000 $ pour poursuivre une carrière de poker, tout cela dans l'espoir de gagner sa confiance. Cet investissement financier majeur de la part des forces de l'ordre démontre à quel point ils étaient déterminés. Malgré les immenses ressources consacrées à cette opération, elle fut finalement infructueuse. Bethes n'a jamais fait de déclaration incriminante sur la disparition de Cédric K. Tout au long de l'enquête, la police a demandé à Bethes de se soumettre à un test polygraphique à 3 reprises, en 2007, 2012 et 2015. Chaque fois, il a refusé, bien que son avocat ait déclaré plus tard que c'était dû à un profond manque de confiance envers la police et à la crainte que le stress n'affecte les résultats. Des années plus tard, après la découverte des restes de Cédric K, l'enquête a pris un autre tournant. La police, invoquant un sentiment d'urgence, a lancé une enquête sur Bethes pour pornographie juvénile. Une enquête que ses avocats qualifieront plus tard de partie de pêche, destinée à trouver un levier contre lui dans l'affaire de meurtre. Cet effort s'est également soldé par un revers juridique majeur pour l'accusation. Un juge a finalement acquitté Bethes des accusations, statuant que la police avait eu recours à une procédure inappropriée et annulant les mandats de perquisition utilisés pour saisir du matériel chez lui. Cette défaite juridique a été un coup dur pour la SQ, les laissant sans aucune accusation réussie contre leur unique suspect. Pendant plus de 8 ans, la famille Provencher et le public ont vécu avec le tourment de ne pas savoir. Des rumeurs et de fausses observations ont fait surface périodiquement, mais aucune information concrète n'a émergé. Cette incertitude angoissante a pris fin brutalement le 11 décembre 2015. 3 chasseurs marchant dans une zone boisée à Saint-Maurice, une petite ville à environ 15 km de l'endroit où Cédric K a été vu pour la dernière fois, sont tombés sur des restes de squelettes humains. L'endroit était près de l'autoroute 40, une artère principale à l'est de Trois-Rivières. La Sûreté du Québec a immédiatement dépêché un poste de commandement sur les lieux. Le lendemain, le 12 décembre, l'analyse médico-légale a confirmé les pires craintes du public. Les restes appartenaient à Cédric K. Provencher. La nouvelle a brisé la dernière lueur d'espoir à laquelle sa famille s'était si longtemps accrochée. Son père, Martin, avait dit un jour « Nous la retrouverons vivante », un espoir qui était maintenant irrévocablement anéanti. La découverte a officiellement transformé l'affaire de personnes disparues en une enquête pour homicide. L'objectif de l'effort policier est passé de la recherche d'une fille vivante à la chasse d'un meurtrier. Dans les 10 jours précédant Noël 2015, une opération médico-légale massive a été lancée. Plus de 200 policiers ont méticuleusement passé au peigne fin les bois où elle a été trouvée, luttant contre la météo hivernale imminente pour recueillir tout indice potentiel avant que la première chute de neige importante ne puisse contaminer la scène. La recherche de Cédric K était terminée, mais la recherche de son tueur venait de recevoir sa preuve la plus significative et la plus tragique. Bien qu'il ait été au centre de l'une des enquêtes policières les plus intenses et les plus longues de l'histoire du Québec, Jonathan Bethes n'a jamais été accusé de l'enlèvement ou du meurtre de Cédric K. Provencher. Le dossier contre lui, tel que révélé par les médias et les documents judiciaires, reste entièrement circonstanciel. Il n'y a aucune preuve scientifique directe, aucun aveu et aucune identification formelle par un témoin le liant au crime. Néanmoins, les forces de l'ordre ont été fermes dans leur position. Pas plus tard qu'en janvier 2024, des enquêteurs ont témoigné au tribunal que Bethes reste un suspect. La justification fournie par la police est qu'ils n'ont pas été en mesure de l'exclure définitivement ou de le disculper. Un ancien détective en chef des affaires non résolues a déclaré sans ambages « La fenêtre d'opportunité n'a pas été fermée dans son cas ». La police a également fait allusion à des éléments de l'enquête qui n'ont pas été rendus publics, arguant que leur divulgation pourrait compromettre l'enquête pour homicide en cours et profiter à des suspects potentiels, y compris Bethes. La focalisation incessante sur Bethes a eu des conséquences dévastatrices pour lui et sa famille. En 2019, il a intenté une poursuite de 10 millions de dollars contre la Sûreté du Québec, alléguant que la police a ruiné sa réputation et l'entreprise de sa famille en le ciblant de manière inappropriée et en divulguant stratégiquement des informations aux médias pour associer son nom au crime. Cette somme d'argent, bien que considérable,
ne pourrait jamais compenser les dommages causés à sa vie. Son avocat, Jesse Héroux, a maintenu l'innocence de Bethes et a déclaré que son client était impatient de témoigner pour laver son nom. Le procès est devenu une bataille juridique contentieuse, le gouvernement se battant pour garder les documents d'enquête sous scellés, citant la nécessité de protéger l'intégrité de l'enquête pour homicide. Cela a créé une situation où Bethes est piégé dans un vide juridique et public, perpétuellement étiqueté comme suspect par la police, mais jamais formellement accusé devant un tribunal où il pourrait se défendre. L'affaire Cédrica Provencher est un exemple canadien déterminant du conflit destructeur qui surgit lorsque l'intense demande de justice du public entre en collision avec le fardeau de la preuve rigoureux du système juridique. La nature horrible du crime, l'enlèvement et le meurtre d'une fillette de 9 ans, a naturellement créé un immense tollé public et une pression sur les forces de l'ordre pour trouver le responsable. Cette pression, combinée à une piste convaincante mais finalement circonstancielle, sous la forme de l'Acura rouge, a amené l'enquête à se concentrer presque exclusivement sur un seul individu, Jonathan Bethes, qui, de manière critique, manquait d'un alibi corroboré. Face à un manque de preuves directes, la police a déployé des mesures extraordinaires et coûteuses, telles que l'opération d'infiltration élaborée Mr. Big et des années de surveillance intense dans une tentative désespérée de combler le fossé probatoire entre le soupçon et la preuve requise pour une condamnation. Lorsque ces efforts n'ont pas réussi à produire des aveux ou de nouvelles preuves matérielles, l'enquête s'est retrouvée dans une impasse. Dans le vide d'une accusation formelle, un puissant récit public a pris racine. La communauté, désespérée d'avoir un antagoniste à blâmer pour un crime impensable, s'est accrochée à l'histoire de Bethes en tant que tueur, un récit que ses avocats allèguent avoir été alimenté par des fuites stratégiques de la police. Son nom est devenu inextricablement et publiquement lié au meurtre de Cédrica, entraînant une condamnation publique qui s'est entièrement déroulée en dehors du tribunal. Ce verdict public, cependant, n'a pas pu être traduit en un verdict légal. Le système de justice, lié par le principe de la preuve hors de tout doute raisonnable, ne pouvait pas procéder. L'affaire contre Bethes est restée circonstancielle et une tentative distincte de le poursuivre pour des accusations non liées a été rejetée par un juge en raison d'une procédure policière inappropriée, soulignant davantage le refus du système juridique de plier ses règles même face à une immense pression. Cela a créé un paradoxe dévastateur avec 2 victimes principales. La première et la plus importante est Cédrica Provencher et sa famille, qui se voient refuser la finalité et la clôture qu'une condamnation pénale apporterait. La seconde est Jonathan Bethes, qui est laissé dans un état de suspicion permanente, sa réputation et ses moyens de subsistance détruits, incapable de jamais laver complètement son nom car il n'a jamais été formellement accusé. L'héritage durable de l'affaire est donc double, le meurtre non résolu d'une enfant et le statut non résolu de la vie d'un homme, tous deux victimes du gouffre infranchissable entre le soupçon profond et la preuve légale. L'affaire a forcé une prise de conscience nécessaire au Québec, provoquant des changements systémiques dans les protocoles de police pour les enlèvements d'enfants, mais elle sert également de récit puissant et édifiant sur le pouvoir immense et souvent destructeur du récit public en l'absence d'une condamnation légale. L'affaire Marilyn Bergeron est une étude sur l'ambiguïté profonde et troublante. Ce n'est pas l'histoire d'un enlèvement clair ou d'un crime connu, mais celle d'une jeune femme qui, en proie à une terreur secrète, a semblé se dissoudre dans le paysage hivernal. Sa disparition a laissé derrière elle un vide d'informations comblé par 2 théories radicalement opposées. Une poignée d'indices cryptiques et une famille enfermée dans une bataille de 15 ans contre la douleur suffocante de ne pas savoir. Dans les semaines précédant sa disparition, la vie de Marilyn Bergeron, 24 ans, a pris un tournant soudain et dramatique. Au début de février 2008, elle a brusquement quitté son appartement et sa vie à Montréal pour retourner vivre chez ses parents à Québec. Il était clair pour sa famille qu'elle était en proie à une profonde tourmente émotionnelle. Elle a confié à sa mère qu'elle ne se sentait plus en sécurité à Montréal et a promis qu'elle expliquerait pourquoi une fois qu'elle serait complètement rentrée à la maison. Cette explication n'est jamais venue. Au cours de la semaine qu'elle a passée à déménager ses affaires, sa détresse était palpable.
Sa famille l'a décrite comme portant quelque chose d'incroyablement lourd, mais elle a résisté à toutes leurs tentatives de la faire parler de ce qui s'était passé à Montréal. Lorsqu'on la pressait, elle ne faisait que fondre en larmes. Dans un appel téléphonique avec sa sœur Nathalie, elle a posé une question qui en disait long sur son état d'esprit. Y a-t-il de la lumière au bout de ce tunnel? La veille de sa disparition, elle avait finalisé son déménagement, mais la source de sa peur restait un secret bien gardé, un mystère central qui hante l'affaire depuis lors. Le matin du dimanche 17 février 2008, le lendemain de son déménagement de Montréal, Marilyn a dit à ses parents qu'elle sortait pour une promenade. Elle était habillée pour le froid avec un long manteau noir garni de fausses fourrures grises et des bottes en daim. Dans un geste qui suggère une rupture délibérée des liens, elle a laissé derrière elle toutes ses pièces d'identité, son portefeuille, ses clés, ses cartes d'identité, ne prenant avec elle qu'une seule carte de crédit. La recherche effrénée de sa famille et l'enquête policière qui a suivi ont permis de reconstituer ses mouvements ce jour-là grâce à ses relevés bancaires. La première trace d'elle est apparue en début d'après-midi à un guichet automatique à Loretteville, une banlieue de Québec. Les images de la caméra de sécurité l'ont capturée en train de tenter de retirer de l'argent, fournissant la dernière image claire d'elle. Près de 5 heures après avoir quitté son domicile, la dernière trace confirmée de Marilyn Bergeron a été enregistrée. À 16h03, elle a utilisé sa carte de crédit pour acheter une tasse de café dans un café dépôt à Saint-Romuald. Cet endroit était significatif. Il se trouvait à 20 km au sud de la maison de ses parents, de l'autre côté du fleuve Saint-Laurent. L'employé qui l'a servi a plus tard confirmé son identité et s'est souvenu qu'elle semblait déprimée et qu'elle était pressée de quitter rapidement le café. Cette transaction fut la dernière fois que sa carte de crédit a été utilisée. Après avoir quitté le café dépôt, Marilyn Bergeron s'est volatilisée. Le trajet de 25 km de son domicile à ce café, une distance probablement trop longue pour avoir été parcourue à pied, suggère qu'on lui a peut-être offert un transport, mais personne qui aurait pu la conduire ne s'est jamais manifesté. Pendant des années, l'affaire est restée en suspens, bloquée dans l'impasse entre les deux théories contradictoires. Puis, en octobre 2022, une information surprenante a été rendue publique, insufflant une nouvelle vie à l'enquête et donnant un poids significatif à la conviction de la famille que Marilyn pourrait encore être en vie. Un homme de Hawkesbury en Ontario nommé Guy Salico s'est manifesté avec le récit d'une rencontre bizarre et mémorable de décembre 2009, près de 2 ans après la disparition de Marilyn. Salico a raconté qu'à 2 heures du matin, par une nuit froide et humide, une jeune femme a sonné à sa porte. Elle était légèrement vêtue pour la météo, grelottante et en pleurs. Elle a demandé à utiliser son téléphone, puis des indications pour une rue voisine. Salico n'a réalisé l'importance potentielle de la rencontre que des mois plus tard, lorsqu'il a vu une photo de la disparue Marilyn Bergeron en ligne et l'a reconnue instantanément. Il a dit qu'il était sûr à 99,9% que la femme à sa porte était Marilyn. Bien qu'elle fût brune au moment de sa disparition, elle avait les cheveux blonds lors de l'observation, un look que sa famille a confirmé qu'elle avait déjà arboré par le passé. De manière cruciale, le récit de Salico n'était pas un cas isolé. L'avocat de la famille a révélé qu'il y avait environ 20 autres pistes crédibles qui plaçaient une femme correspondant à la description de Marilyn dans la région de Hawkesbury à peu près à la même époque en 2009. Ce groupe d'observation, jugé crédible par la famille et leur équipe juridique, a constitué un développement monumental. Cela suggérait que Marilyn était en vie, et en Ontario 1 an et demi après avoir été vue pour la dernière fois au Québec, contredisant directement la théorie de longue date de la police sur le suicide et déplaçant l'orientation des efforts de recherche de la famille de l'autre côté de la frontière provinciale. Dès l'instant de sa disparition, la famille Bergeron a mené une campagne publique et acharnée pour retrouver leur fille. Ils ont immédiatement commencé leur propre recherche, imprimé et distribué des dépliants avec sa photo et une description de son tatouage distinctif de Pégase, et offert une récompense de 10 000 $ canadiens pour toute information. Au fil des ans, leurs efforts n'ont jamais faibli. Ils ont travaillé sans relâche avec les médias, participé à un documentaire télévisé Crime Beat, et même soutenu la publication d'un livre sur son cas
intitulé « Missing Marilyn », pour s'assurer que son histoire ne soit jamais oubliée. Leurs appels publics ont été marqués par un mélange poignant de désespoir pour obtenir des réponses et de respect pour les souhaits potentiels de leur fille. Ils ont déclaré à plusieurs reprises que si Marilyn avait choisi de disparaître et de commencer une nouvelle vie, ils respecteraient sa décision et la laisseraient en paix. Tout ce qu'ils demandent, c'est un signe, une confirmation qu'elle est en sécurité, afin que leur propre cauchemar d'incertitude sans fin puisse enfin prendre fin. Cette croisade n'est pas seulement une recherche pour une personne, mais une recherche pour un récit, n'importe quel récit, qui puisse apporter une conclusion. L'affaire Marilyn Bergeron sert d'illustration puissante et douloureuse du concept psychologique de perte ambiguë, un état de deuil non résolu où un être cher est physiquement absent mais psychologiquement présent. L'absence totale de preuves définitives dans sa disparition a permis à deux récits inconciliables de prendre racine et de se développer dans des directions opposées, prolongeant la souffrance de la famille en leur refusant toute voie claire vers la clôture. L'ambiguïté a commencé au moment où elle a franchi la porte, laissant derrière elle des preuves claires de sa détresse, mais aucune note, aucun corps et aucune déclaration claire de ses intentions. Ce vide initial est devenu le terrain fertile pour des interprétations concurrentes. Le premier récit adopté par la police est celui de la logique et de la probabilité. Face à une personne en détresse qui disparaît et en l'absence de preuves d'un acte criminel, l'explication la plus probable statistiquement est le suicide. Cette théorie est rationnelle et basée sur les faits, mais elle est également incomplète, ne tenant pas compte de la source de sa peur ou de l'étrangeté de son dernier voyage. Le second récit, défendu par sa famille, est celui de l'intuition et du contexte. Il se concentre sur ses paroles terrifiées. « Je ne me sens pas en sécurité » et sur l'improbabilité logistique qu'elle ait parcouru 20 km à travers un fleuve pour se suicider. Cela les mène à un récit d'actes criminels ou de fuite désespérée face au danger. Cette théorie est émotionnellement résonante et tient compte des pièces manquantes du puzzle, mais elle reste non prouvée. Les observations de Hawkesbury sont devenues le catalyseur critique qui a solidifié cette divergence. Pour la famille, ces rapports étaient des preuves puissantes et validantes que leur récit était le bon, que Marilyn était en vie bien après que la police l'ait présumée morte. Pour les forces de l'ordre, cependant, sans confirmation officielle, ces observations restent juste une collection de pistes non vérifiées dans une affaire très ancienne. Les deux récits sont maintenant bien ancrés et évoluent sur des voies séparées. Le dossier officiel de la police reste probablement classé comme un suicide probable, tandis que l'enquête de la famille est active, pleine d'espoir et axée sur la recherche d'une personne vivante dans une autre province. Ce schisme est l'essence même de la perte ambiguë de la famille. Contrairement à un décès confirmé qui initie un processus de deuil connu, ou à la confirmation d'une nouvelle vie qui permet une forme d'acceptation, les Bergerons sont piégés dans un état torturant entre espoir et désespoir. Leur plaidoyer public, si elle a une nouvelle vie, nous respecterons cela, est un appel direct et déchirant pour résoudre cette ambiguïté, pour recevoir une histoire définitive, n'importe quelle histoire, qui puisse enfin mettre un terme à leur long hiver d'incertitude. Nous sommes à mi-parcours de notre enquête sur ces 5 vies brisées. Des histoires comme celle de Cédrica et Marilyn laissent des cicatrices profondes. Si vous connaissez une affaire que vous aimeriez que nous traitions à l'avenir, ou si vous avez une théorie sur les cas que nous avons abordés jusqu'à présent, laissez un commentaire ci-dessous. Votre participation aide à garder leur mémoire vivante. La disparition d'Ariel Jeffrey Kouakou est une affaire définie par un conflit de croyances brutal et douloureux. Elle oppose la théorie logique et probabiliste des forces de l'ordre à la conviction inébranlable et basée sur la foi d'une famille. Au cœur de ce conflit se trouve une absence totale de preuves matérielles, un vide qui est devenu, pour son père, non pas un signe de tragédie, mais une raison d'espérer durablement. Le matin du 12 mars 2018, Ariel Jeffrey Kouakou, 10 ans, a quitté la maison familiale dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, à Montréal. Il effectuait une course simple et familière, se rendre à pied chez un ami à proximité. Il portait un manteau noir, un pantalon gris et des baskets jaunes distinctives,
un détail qui serait souligné dans les recherches désespérées initiales. Lorsqu'il est arrivé chez son ami, il n'y avait personne. Ce qui s'est passé ensuite n'est connu que par l'objectif silencieux et granuleux d'une caméra de surveillance. Des images capturées par une maison voisine ont montré Ariel entrant dans le parc des Bateliers, un parc qui longe les rives de la rivière des Prairies. La caméra a enregistré son entrée dans le parc, mais elle ne l'a jamais enregistré en train de sortir. Cette séquence vidéo est la dernière image connue de lui, un dernier aperçu fugace avant qu'il ne disparaisse complètement. Basé presque entièrement sur cette dernière preuve, l'entrée d'Ariel dans un parc riverain d'où il n'est jamais ressorti, la police de Montréal, SPVM, a rapidement formulé sa théorie principale de l'affaire. Il croit qu'Ariel, marchant près du bord de la rivière, a glissé et est tombé dans l'eau glaciale et rapide, et s'est tragiquement noyé. Cette théorie était considérée comme l'explication la plus logique et la plus probable de sa disparition. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, une opération de recherche massive a été lancée, fondée sur cette théorie. La police a ratissé les zones boisées du parc et a fait du porte-à-porte dans le quartier. Les efforts les plus importants se sont concentrés sur la rivière elle-même. Des plongeurs ont été déployés et de puissants brise-glaces ont été amenés pour remuer la surface gelée de la rivière des Prairies dans l'espoir de le localiser. Malgré ces recherches approfondies et coûteuses en ressources, aucune trace d'Ariel n'a jamais été trouvée. Aucun corps, aucun vêtement, pas même une de ses baskets jaunes vives n'a été retrouvée dans le parc ou la rivière. L'argent investi dans ces recherches n'a pas permis d'apporter la moindre certitude. Dès le début, le père d'Ariel, Frédéric Kouakou, a publiquement et avec véhémence rejeté la théorie policière d'une noyade accidentelle. Son opposition est ancrée dans une prémisse simple mais puissante qui est devenue le mantra de la famille. L'absence de corps n'est pas la preuve d'un accident tragique, mais la preuve que son fils est toujours en vie. Pour nous, pas de corps doit signifier qu'Ariel est en vie, a-t-il déclaré publiquement. C'est une chose que personne ne peut m'enlever. Personne ne peut m'enlever cet espoir. Monsieur Kouakou croit que son fils a été enlevé dans le parc et a plaidé sans relâche pour que cette piste soit la principale ligne d'enquête. Il décrit Ariel comme un enfant timide qui n'aurait pas suivi un étranger, suggérant un scénario plus complexe qu'un simple enlèvement opportuniste. La conviction de la famille était si forte qu'ils ont engagé leur propre détective privé pour explorer la théorie de l'enlèvement et sont allés jusqu'à créer une pétition publique demandant au gouvernement provincial de mettre en place une unité d'intervention conjointe spécialisée pour les enlèvements criminels présumés. Leur position a créé une divergence publique et douloureuse avec le récit officiel de la police, un choc entre la logique de la probabilité et le pouvoir de l'espoir parental. Malgré les théories divergentes, la police de Montréal a gardé le dossier d'Ariel ouvert et actif, et il continue de recevoir et d'enquêter sur les pistes du public des années après sa disparition. L'effort pour retrouver Ariel a été collaboratif, mené par la famille et soutenu par des organisations comme le réseau Enfants Retour. Reconnaissant que l'apparence d'un garçon en pleine croissance change radicalement avec le temps, une stratégie clé a été de maintenir à jour l'image publique d'Ariel. Les experts légistes de la Sûreté du Québec ont produit plusieurs images de progression de l'âge, rendant numériquement ce à quoi Ariel pourrait ressembler en vieillissant de 10 ans à l'adolescence. Ces images sont un outil poignant et pratique, conçu pour raviver l'intérêt du public et stimuler la mémoire du public, comme l'a décrit son père. Au 7e anniversaire de sa disparition, en mai 2025, cet effort a été renouvelé avec le dévoilement d'une nouvelle affiche mise à jour présentant une nouvelle photo vieillie. Dans un geste symbolique puissant, l'affiche a été installée à l'entrée du parc Marcelin Wilson, près de l'endroit où il a été vu pour la dernière fois. L'événement était une manifestation publique de solidarité entre la famille, la police et les organisations communautaires, un engagement collectif à se souvenir d'Ariel et à poursuivre les recherches. Le chef de la police de Montréal a affirmé l'importance de la nouvelle image, exprimant sa conviction qu'elle générerait de nouvelles pistes et exhortant le public à signaler toute information, aussi petite qu'elle puisse paraître. La disparition d'Ariel Jeffrey Kouakou est une étude de cas convaincante sur la manière dont l'absence totale de preuves matérielles peut devenir l'élément unique le plus puissant et le plus déterminant d'une enquête. Ce vide probatoire
crée une forme unique et durable d'espoir pour la famille, un espoir qui s'oppose directement et douloureusement à la théorie logique et factuelle avancée par les forces de l'ordre. La séquence des événements a commencé avec un garçon entrant dans un parc près d'une rivière et n'étant jamais revu. Confronté à cette information limitée, la police a appliqué une forme de rasoir d'Occam. L'explication la plus simple, compte tenu de l'endroit périlleux, était un accident tragique. Toute l'enquête initiale, y compris le déploiement de plongeurs et de brise-glace, a été construite sur cette prémisse rationnelle d'une noyade accidentelle. Cependant, les recherches exhaustives n'ont absolument rien donné. Aucun corps, aucun vêtement, aucune trace matérielle n'a jamais été retrouvée. C'est ce vide critique qui est devenu le point de pivot pour deux réalités divergentes. Pour la police, l'absence de corps est un résultat malheureux mais pas rare dans les accidents de rivière, et cela n'invalide pas leur théorie principale. Leur réalité est celle d'une tragédie probable, avec une victime disparue. Pour la famille d'Ariel, ce même vide est interprété de manière complètement opposée. Il n'est pas vu comme un manque de preuves pour la théorie de la police, mais plutôt comme une preuve convaincante contre elle. La déclaration inébranlable de Frédéric Kouakou, « Pas de corps doit signifier qu'Ariel est en vie », est un recadrage profond de la situation. Elle transforme l'absence de preuve de décès en preuve positive de vie. La réalité de la famille est celle d'un enlèvement criminel en cours avec un enfant vivant qui a besoin d'être secouru. Cette différence fondamentale d'interprétation a façonné toutes les actions ultérieures. L'espoir de la famille n'est pas un souhait passif et vague. C'est une force active et motivante, alimentée directement par l'absence de corps. Elle les pousse à demander des photos de progression de l'âge, de nouvelles affiches et une attention continue sur une enquête criminelle. La police, à son tour, se trouve dans une position difficile. Bien qu'ils gardent le dossier ouvert et collaborent avec la famille, leur théorie principale ne peut être ni définitivement prouvée ni réfutée, ce qui entraîne une impasse douloureuse et prolongée avec la famille même qu'ils sont mandatés de servir. L'absence au cœur de l'affaire garantit que l'espoir et la tragédie continuent d'exister dans un parallèle tendu et non résolu. Contrairement à de nombreux mystères persistants de personnes disparues, l'affaire David Fortin n'est pas principalement une question de qui l'a fait ou que s'est-il passé. C'est un pourquoi tragique et profondément résonnant. Les circonstances menant à la disparition de l'adolescent de 14 ans sont douloureusement claires, déplaçant le récit d'une enquête criminelle standard vers un puissant commentaire social sur les conséquences dévastatrices de l'intimidation et les défaillances systémiques qui peuvent donner à un enfant le sentiment que disparaître est sa seule option. Le matin du 10 février 2009, dans la ville d'Alma, au Québec, David Fortin, 14 ans, se préparait pour l'école. Il a demandé à sa mère, Caroline Lachance, si elle pouvait le conduire, et quand elle a dit qu'elle ne le pouvait pas, il n'a pas insisté. Il a enfilé son manteau d'hiver rouge, un détail qui deviendra plus tard un identifiant clé dans les appels publics, et est sorti, se dirigeant ostensiblement vers l'arrêt de l'autobus scolaire. Sa mère s'est souvenue plus tard qu'elle avait remarqué qu'il était parti 5 ou 10 minutes plus tôt que d'habitude, mais elle n'y a pas prêté beaucoup d'attention sur le moment. « J'ai entendu la porte se fermer et j'ai vu qu'il était parti », a-t-elle dit. « Je n'ai jamais pensé que c'était la dernière fois que je verrais mon fils. David Fortin n'est jamais monté dans l'autobus scolaire ce matin-là. Il n'est pas arrivé à l'école. Il s'est éloigné de sa maison et n'a jamais été revu. » Il n'a pas fallu longtemps pour que la raison de la disparition de David devienne terriblement claire. Dans la foulée immédiate, ses parents ont révélé le tourment qu'il endurait. David était victime d'une intimidation sévère et implacable qui le tourmentait depuis des années, dès l'école primaire. C'était un garçon silencieux qui avait cessé de parler des abus qu'il subissait, intériorisant la douleur. La situation s'était considérablement aggravée juste avant sa disparition. Ses parents ont révélé que la nuit même avant son départ, David s'était plaint d'être menacé de violence à l'école. Plus précisément, un autre élève lui avait promis un coup de poing dans la bouche. Sa mère, Caroline Lachance, a précisé qu'il ne s'agissait pas d'un incident isolé, mais d'une partie d'une campagne d'intimidation plus large contre son fils, qui allait du harcèlement verbal constant à l'agression physique. Son père, Éric Fortin, a décrit la situation de son fils à l'école comme un enfer, un véritable calvaire,
et croit fermement que David a fugué parce qu'il ne pouvait tout simplement plus affronter ses agresseurs. L'intimidation était si connue et si grave que l'école secondaire Camille Lavoie, avait pris la mesure d'assigner un gardien de sécurité pour surveiller David chaque jour, une mesure qui s'est tragiquement avérée insuffisante pour empêcher sa fuite. Une enquête a été lancée dès qu'il a été confirmé que David n'était pas allé à l'école. Le dossier de la Sûreté du Québec reste ouvert et actif à ce jour, mais après plus d'une décennie de silence, les forces de l'ordre reconnaissent que le meilleur espoir de résoudre l'affaire repose sur un renseignement du public. Au fil des ans, des milliers de pistes et d'observations potentielles ont afflué de tout le pays, témoignant de l'engagement du public envers son histoire. Des gens ont rapporté l'avoir vu partout, d'un match de hockey à des bars à Montréal et même dans la banlieue de Vancouver. Chaque nouvelle piste apportait à la famille une explosion de joie pour être suivie d'une déception écrasante lorsqu'elle ne menait nulle part. Un groupe de premières observations suggérait que David aurait pu être vu se dirigeant vers le sud-ouest depuis Alma, à travers les villes voisines, et peut-être vers la région peu peuplée de Mekinac au nord de Trois-Rivières. Mais ces récits n'ont jamais pu être vérifiés. Au fil des ans, le défi pour les enquêteurs et le public est devenu d'imaginer à quoi ressemblerait David en tant que jeune homme. Pour y remédier, les services nationaux pour les enfants disparus de la GRC, en collaboration avec le réseau Enfants Retour, ont publié plusieurs portraits vieillis de David, montrant à quoi il aurait pu ressembler à 22 et 24 ans. Ces images sont un outil crucial pour maintenir la pertinence visuelle de la recherche, un rappel poignant que pendant que la recherche continue, le temps avance inexorablement. Parce que la disparition de David Fortin était si clairement et directement liée au problème de l'intimidation, son cas est devenu un catalyseur d'action sociale. Au 5e anniversaire de sa disparition, en février 2014, le réseau Enfants Retour, en partenariat avec ses parents, a lancé un nouveau programme préventif pour les adolescents appelé STAOI. L'acronyme signifie Sécurité, Confiance, Sensibilisation et vous. Le programme, dispensé sous forme d'ateliers d'1 heure dans les écoles secondaires, a été créé pour répondre au fait que la grande majorité des enfants disparus au Québec sont des fugueurs. Il vise à enseigner aux élèves comment faire face à des situations difficiles, y compris l'intimidation, le harcèlement et les menaces à la sécurité personnelle. Le message central du programme STAID est que la fugue n'est pas une solution. Au lieu de cela, il cherche à autonomiser les adolescents en les aidant à identifier les personnes et les ressources clés vers lesquelles ils peuvent se tourner lorsqu'ils se sentent menacés ou incapables de faire face. La mère de David, Caroline Lachance, a participé au lancement déclarant « Ce n'est pas facile pour nous de savoir que David n'a pas été capable de nous parler, pas capable d'obtenir de l'aide. » Le programme est un héritage direct et tangible de l'histoire de David, un effort pour empêcher d'autres enfants de sentir que la fuite est leur seul échappatoire. La disparition de David Fortin occupe une place unique parmi ces affaires non résolues. Alors que les autres sont principalement motivés par le mystère d'un auteur inconnu ou d'un sort inconnu, l'affaire de David est un « pourquoi » tragique dont la réponse est déjà connue. Le mobile clair et bien documenté de la fuite pour échapper à une intimidation sévère change fondamentalement le récit. Il transforme son histoire d'une enquête criminelle standard en un commentaire social puissant et durable sur l'échec systémique à protéger un enfant vulnérable, faisant de son héritage le plus significatif celui de la prévention plutôt que de la poursuite. Dès le départ, le fait central de l'affaire n'était pas un mystère. Ses parents ont fourni une raison immédiate, crédible et déchirante pour sa fuite. Il était victime d'intimidation implacable et avait été menacé physiquement la nuit avant son départ. Cette connaissance a immédiatement changé l'orientation de la réponse publique et de l'enquête. La question principale n'était pas qui l'a enlevé, mais où est-il allé pour s'échapper? Et plus important encore, comment cela a-t-il pu arriver? La nature de l'enquête policière reflète cette réalité. Il n'a jamais été question d'identifier des suspects dans un enlèvement criminel. Au lieu de cela, ce fut un processus long et frustrant de suivi des observations potentielles à travers le pays, du Québec à la Colombie-Britannique. L'activité principale a été de rechercher un garçon en fuite, pas de résoudre un crime au sens traditionnel du terme. Par conséquent,
le résultat le plus tangible et durable de la disparition de David n'est pas d'ordre juridique ou criminel, mais social, la création du programme anti-intimidation STI. Le fait que son histoire ait directement inspiré une initiative préventive démontre que les groupes de défense et le public ont interprété son cas non pas comme un acte de violence aléatoire, mais comme une profonde leçon de responsabilité sociale. Le méchant dans ce récit n'est pas un prédateur inconnu tapi dans l'ombre, mais un mal social connu et omniprésent. Par conséquent, l'impact de l'histoire de David ne se mesure pas en arrestation ou en condamnation, mais dans les mesures préventives qu'elle a inspirées. Elle sert de rappel brutal et douloureux que certaines disparitions ne sont pas des crimes d'opportunité commis par des étrangers, mais des actes de désespoir silencieux nés d'un tourment prolongé, visible et finalement insupportable. L'histoire de Jolene Riendeau est une chronique glaçante de la peur d'une communauté, de l'agonie prolongée d'une famille et de la nature frustrante et insaisissable de la justice. Son cas a duré plus d'une décennie en tant que dossier de personnes disparues non résolues avant qu'une sombre découverte ne réécrive son récit en celui d'un homicide non résolu. Le réveil soudain de l'affaire a provoqué une série brutale de chocs émotionnels, démontrant comment la résolution d'un mystère peut mener directement à la persistance frustrante d'un autre. Le 12 avril 1999, Jolene Riendeau, 10 ans, a quitté sa maison dans le quartier ouvrier de Pointe-Saint-Charles à Montréal. Elle effectuait une simple course d'enfant. Elle était allée à un dépanneur voisin pour acheter un sac de croustilles. Elle a été vue pour la dernière fois à l'extérieur du magasin, un moment banal qui allait devenir le point de départ d'un mystère qui a terrifié les résidents locaux et hanté la ville pendant des années. Elle n'est jamais rentrée à la maison. Une amie de Jolene a raconté plus tard qu'elle était censée venir chez elle ce soir-là pour manger du gâteau d'anniversaire. Ce petit plan heureux ne s'est jamais réalisé. La disparition d'une jeune fille d'un quartier animé en début de soirée a semé une vague de peur dans la communauté, les parents serrant soudainement leurs propres enfants plus forts contre eux. Pendant 12 longues années, l'affaire de Jolene est restée figée dans le temps. Sa famille était piégée dans un état de limbes angoissant, s'accrochant à l'espoir, aussi faible soit-il, qu'elle puisse un jour être retrouvée vivante. L'enquête a été approfondie mais infructueuse. Des affiches portant le visage de Jolene ont été placardées à travers le Québec, devenant un spectacle familier et douloureux. La police a suivi avec diligence plus de 1500 pistes du public, but aucune n'a mené à une percée. Au fil des ans, les enquêteurs ont interrogé de nombreux suspects et témoins, mais aucune accusation n'a jamais été portée. À un moment donné, en mai 2005, une piste spécifique a conduit la police de Montréal à effectuer une recherche dans une section du canal de la Chine, près du pont Charlevoix, mais la recherche n'a rien donné. Un détective à la retraite qui a travaillé sur l'affaire pendant des années a parlé plus tard de la tristesse de cette longue période, de s'accrocher à cette toute petite chose dans nos cœurs, qu'elle ne soit peut-être pas morte. Pendant 12 ans, la famille a attendu, et le dossier de l'affaire a pris la poussière, un témoignage d'un mystère qui refusait de livrer ses secrets. En mai 2011, les 12 années de silence ont été brisées. La police de Montréal a convoqué une conférence de presse pour faire une annonce stupéfiante. Les restes de Jolene Riendeau avaient été retrouvés. L'affaire de personnes disparues était maintenant officiellement une enquête pour homicide. La police a déclaré qu'elle poursuivait une piste très sérieuse et restait très discrète sur les détails pour ne pas compromettre ses chances de procéder à une arrestation. Au fur et à mesure que l'histoire se dévoilait, un autre détail frustrant a émergé. Il a été révélé plus tard que les restes n'avaient pas été récemment découverts par la police. Ils avaient, en fait, été trouvés par un passant en septembre 2010, situé sous le pont Champlain sur l'île des Sœurs. Il avait fallu plus de 7 mois aux autorités pour identifier les restes comme étant ceux de Jolene et pour rendre l'information publique. Ce retard important dans la notification a ajouté une autre couche de douleur et de frustration pour une famille qui avait déjà tant enduré. Le passage à une enquête pour homicide a entraîné un développement rapide et spectaculaire. Quelques jours seulement après avoir annoncé la découverte de ces restes, la police a arrêté un homme de 47 ans en lien avec la mort de Jolene.
L'homme a été décrit comme étant connu des services de police avec un casier judiciaire antérieur et il a été immédiatement qualifié de suspect principal. Pour la famille et le public, il semblait que la justice était enfin à portée de main. Cependant, cet espoir a été rapidement anéanti. Après avoir été détenu et interrogé par les détectives des homicides, l'homme a été libéré sans qu'aucune accusation ne soit portée. Bien que la police le considère toujours comme leur principal suspect, il manquait de preuves pour l'inculper formellement. À ce jour, l'homicide de Jolene Riendeau reste officiellement non résolu. Au milieu de cette tourmente juridique, sa famille a enfin pu faire ce qui lui avait été refusé pendant 12 ans, pleurer leur fille. Une veillée et des funérailles ont eu lieu, permettant aux amis et à la famille de lui dire un dernier adieu, dans une démonstration poignante de solidarité au sein d'une communauté que personne ne souhaite rejoindre. Les parents d'autres enfants disparus étaient présents pour soutenir la famille Riendeau. L'affaire a depuis été revisitée dans les médias, y compris un reportage dans l'émission populaire sur les crimes réels, Crime Beat de Global, garantissant que l'histoire de Jolene et la quête non résolue de justice ne soient pas oubliées. L'affaire Jolene Riendeau sert d'illustration frappante du coup de fouet émotionnel qui peut être infligé aux familles des personnes disparues de longue date lorsqu'une affaire non résolue se réveille soudainement et violemment. La succession rapide et brutale d'événements, d'un état de faible espoir, à la confirmation de la mort, à la promesse d'une justice imminente, et enfin à la frustration de voir cette promesse anéantie, crée un cycle brutal d'attentes suscitées, puis déçues, qui aggrave le traumatisme initial de la perte. Pendant 12 ans, la famille Riendeau a existé dans un état de perte statique et ambigu. Bien que douloureux, c'était un état stable. L'espoir, aussi mince soit-il, était encore psychologiquement possible. C'était leur base émotionnelle. Le premier événement de coup de fouet a été l'annonce par la police que ces restes avaient été retrouvés. Cette nouvelle a violemment brisé 12 ans d'espoir, forçant la famille à affronter la dure réalité de sa mort et à entamer un processus de deuil longtemps retardé. Presque immédiatement, cependant, un deuxième coup de fouet s'est produit. La police a annoncé une piste sérieuse, puis l'arrestation d'un suspect principal. Ce développement a rapidement fait passer l'état émotionnel de la famille d'un pur chagrin à un espoir intense de justice et de clôture. L'accent n'était plus seulement mis sur le deuil de leur fille, mais sur l'anticipation de la condamnation de son meurtrier. Le troisième, et peut-être le plus cruel des coups de fouet, est venu tout aussi rapidement. Le suspect a été libéré sans inculpation. La promesse de justice, qui avait semblé si certaine quelques jours auparavant, s'est évanouie. Cela a replongé la famille dans un état d'incertitude douloureuse. L'affaire n'était plus seulement une tragédie, c'était maintenant un homicide officiellement non résolu avec un suspect connu mais non inculpable. Cette séquence rapide d'événements, espoir, mort, justice, frustration, le tout compressé en quelques jours après plus d'une décennie de silence, constitue une forme unique et sévère de traumatisme psychologique. Elle démontre avec une clarté douloureuse que la résolution d'une partie d'un mystère, ce qui est arrivé à Jolene, ne garantit en rien la résolution de l'autre, qui l'a fait, et que le processus turbulent d'une enquête réactivée peut être aussi angoissant que la longue et silencieuse attente qui l'a précédée. Les 5 cas examinés dans ce rapport, bien que chacun soit une tragédie unique, éclairent collectivement une série de thèmes profonds et récurrents dans le paysage de la justice pénale canadienne et de la réponse sociétale à la perte. Ce ne sont pas simplement des incidents isolés, mais des récits interconnectés qui révèlent des schémas dans les procédures d'enquête, les immenses défis du système juridique et le pouvoir durable de la défense des familles. Vus ensemble, ils forment un spectre d'ambiguïté, soulignant le profond besoin humain de clôture et la douleur persistante qui subsiste lorsqu'une histoire reste inachevée. Un schéma clair d'évolution dans la réponse policière émerge lorsque l'on compare les cas les plus anciens aux plus récents. Le traitement initial des disparitions de Jolene Riendeau en 1999 et de Cédrica Provencher en 2007 a été marqué par ce que la famille et les experts ont plus tard identifié comme des retards critiques dans l'escalade de l'enquête, au statut d'enlèvement et des échecs à déployer des alertes à l'échelle de la province comme l'alerte Amber en temps opportun. Ces lacunes, en particulier dans l'affaire Provencher,
sont devenues un catalyseur de changements systémiques. Elles ont conduit à des examens formels des protocoles de police et à une modernisation du système d'alerte Amber, soulignant la leçon durement apprise de l'importance critique des premières 48 heures dans toute disparition d'enfants. Un thème central et profondément troublant tissé à travers ces histoires est le gouffre entre le soupçon et la preuve légale. Les cas de Cédrica Provencher et de Jolene Riendeau en sont des exemples parfaits. Dans les deux cas, les enquêtes ont conduit la police à identifier un suspect principal unique, mais un manque de preuves directes, médico-légales ou d'aveu, a signifié que le lourd fardeau de la preuve requis pour une condamnation pénale, hors de tout doute raisonnable, n'a jamais pu être atteint. Cela laisse les forces de l'ordre sur une corde raide juridique et crée des conséquences dévastatrices. Les suspects sont laissés dans un état de condamnation publique permanente, sans jamais avoir leur jour au tribunal, leur vie et réputation irrémédiablement endommagées. Simultanément, les familles des victimes se voient refuser la finalité de la justice, forcées de vivre avec la connaissance que la personne soupçonnée d'être responsable de la mort de leurs proches reste libre. Ces cas exposent une friction fondamentale au sein du système de justice, où la demande du public pour une résolution se heurte aux protections rigoureuses de la loi contre les condamnations injustifiées. Dans ce contexte d'enquête officielle et d'impasse juridique, la défense inébranlable des familles se distingue comme une force puissante et motrice. Dans chaque cas, ce sont les familles qui ont refusé de laisser la mémoire de leurs proches s'estomper, qui se sont sans relâche engagées auprès des médias et qui ont transformé leur deuil privé en action publique. De la campagne médiatique multiplateforme de la famille Bergeron aux défis persistants de la famille Kouakou, au récit officiel, leurs efforts ont maintenu ces cas dans la conscience publique et maintenu la pression sur les autorités. Dans le cas de David Fortin, cette défense a conduit directement à la création du programme STAIUX, un héritage tangible de prévention né de la tragédie. Le rôle vital d'organisations comme le réseau Enfants Retour est également un fil conducteur, fournissant un système de soutien crucial pour les familles et agissant comme un puissant défenseur public lorsque les voix individuelles peinent à se faire entendre. En fin de compte, ces 5 cas représentent un spectre complet de pertes non résolues. Le spectre va du pourquoi connu de la fuite de David Fortin de l'enfer de l'intimidation au où angoissant qui torture les familles de Marilyn Bergeron et d'Ariel Jeffrey Kouakou, jusqu'à le qui exaspérant qui définit les homicides non résolus de Cédrica Provencher et de Jolene Riendeau. Chaque point d'interrogation représente une facette différente de la perte ambiguë, un type différent de chapitre final non écrit. Ensemble, ils servent de réflexion profonde et sombre sur les limites de notre système de justice, la résilience de l'esprit humain et le silence durable et retentissant qui demeure lorsque la réponse finale et définitive à une tragédie n'est jamais trouvée. Merci de nous avoir suivis dans cette analyse approfondie. Laquelle de ces affaires vous a le plus touché? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de partager cette vidéo pour aider à préserver la mémoire de ces personnes. À bientôt sur Traces perdues.